Et on commence cette émission avec Axelle Matéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Maison 123. Alors, on vous présente comme la spécialiste du retournement de marque. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient spécialiste du retournement de marque. Alors, on devient spécialiste du retournement de marque. Je ne sais pas, je vous remercie déjà pour cette présentation. Après, spécialiste, je ne sais pas. En tout cas, une passion pour le retail avant tout. Une passion pour des marques, de belles marques endormies, effectivement, qui avec beaucoup d'écoute, d'observation, ont la possibilité, pour la plupart d'entre elles, d'être réveillées, révélées. Et c'est vrai qu'au travers de mes différentes expériences, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur des marques qui, au fil des ans, n'ont pas eu toute l'attention qu'elles pouvaient mériter et qui ont périclité au fur et à mesure des années en perdant de plus en plus d'attractivité, de désirabilité et ont perdu, bien sûr, du chiffre d'affaires, du coup de la rentabilité. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir, en tout cas pour cette marque Maison 123, au travers de mon arrivée il y a plus d'un an, de retravailler sur tous les fondamentaux de la marque et de pouvoir la retourner et d'avoir aujourd'hui le plaisir de pouvoir la remettre en lumière avec des résultats en très forte croissance. Alors, vous évoquiez les autres marques par lesquelles vous êtes passé par San Marina et par Cosmo Paris. Est-ce qu'on peut appliquer la même recette partout ? Pas du tout. En fait, alors, la même recette de base, oui, parce que pour moi, la recette fondamentale est l'écoute, le terrain. Donc, l'écoute des clientes, des équipes magasins qui sont, elles, au contact permanent. Il ne faut pas oublier on s'adresse à... les marques sont des marques de retail qui s'adressent à des consommatrices et le cœur du business, c'est la consommatrice. Donc, moi, je m'attache dans un premier temps à écouter, observer, rencontrer, challenger les équipes internes du siège, les équipes magasins qui sont en contact permanent avec la cliente et bien sûr la cliente au travers de petits déjeuners, de tables de rencontres, d'échanges, même d'appels. Il m'est arrivé de prendre le fichier client des best clientes et d'en appeler pour essayer de comprendre leurs attentes, leurs frustrations, etc. Et c'est vrai que cette première phase d'écoute, d'analyse, elle est primordiale. Et pour moi, elle fait partie intégrante en tout cas de ma façon de faire, effectivement. Donc c'est peut-être la principale recette, effectivement, que j'applique dès que j'arrive dans une marque, c'est d'écouter la cliente, la comprendre et me dire, OK, il y a un sujet, elle n'est pas en phase avec la proposition d'offre qu'on lui adresse et comment modifier au travers de ce qu'elle m'exprime et répondre à ses attentes. Donc c'est ce que j'ai fait effectivement pour Cosmo Paris, qui était une marque qui appartenait au groupe Varte à l'époque, qui était essentiellement présente dans des San Marina, une toute petite marque sans point de vente qui générait très peu de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'à l'époque, le PDG de l'époque, Georges Plassa, m'avait confié la mission d'essayer d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a une opportunité de marché sur le luxe accessible. Donc, on a travaillé sur un position de marque beaucoup plus premium, en travaillant une toute nouvelle histoire. Donc là, pour le coup, j'ai réécrit une histoire. Donc, je n'ai pas utilisé l'ADN historique qui était quasiment inexistant du reste, donc j'ai retravaillé quelque chose. Et on a très très vite eu beaucoup de succès. On a ouvert le Faubourg Saint-Honoré, on a ouvert dans les grands magasins, Printemps, Galeries Lafayette sur Haussmann, on a ouvert à l'étranger, au Koweït. Bon bref, c'était une belle success story que cette marque. Et ma deuxième grande mission a été effectivement le redressement de San Marina, qui pour le coup, elle était une marque beaucoup plus établie, avec plus de 150 points de vente. Et qui souffrait, alors elle, très, très clairement de désirabilité, d'attractivité sur des positionnements prix et produits en perte de vitesse et voilà, assez loin des dictats de la mode, on va dire. Et mon objectif a été, pareil, d'essayer de comprendre ce que souhaitait la cliente et de proposer une nouvelle offre. Et c'est vrai que cette troisième mission que je mène aujourd'hui pour Maison 123 se rapproche peut-être plus de la précédente, dans la mesure où c'était une marque qui a 40 ans, plus de 40 ans, une marque patrimoniale, emblématique du retail français, créée par la famille fondatrice et aujourd'hui propriétaire toujours du groupe Etam. Donc on a la plus de troisième génération. Donc c'est un groupe familial français, donc dans un groupe essentiellement de lingerie, puisque vous avez Etam, Undies et Maison 123. Nous étions la seule marque à faire 100% de prêt-à-porter, parce que Etam a aussi une partie de prêt-à-porter. Et c'est vrai que l'idée, enfin en tout cas moi la mission et le défi que j'avais, c'était de redresser cette marque qui depuis plus de 5 ans
connaissait une érosion de son chiffre d'affaires très forte, de sa rentabilité, et avait comme objectif de dire ok, il y a quand même il y a plus de 160 points de vente en France, c'est une marque quand même qui est bien présente sur le territoire, qui a été très connue, qui a très fortement fonctionné les années précédentes, ou en tout cas pendant les 30 premières années de son existence. Et l'idée était vraiment d'essayer de retrouver un dynamisme, une nouvelle identité à cette marque. Et c'est le travail que je mène depuis plus d'1 an et demi maintenant avec toutes mes équipes pour essayer de faire revivre, renaître cette marque au travers d'une nouvelle direction stylistique, d'une nouvelle direction marketing et d'image. Donc on a retravaillé le positionnement de la marque. Vous avez changé de nom aussi, parce que on ça a s'appelait changé de 1, nom. 2, 3. Ça s'appelait 1, 2, 3, exactement. Et pourquoi alors le changement de nom? Alors le changement de nom, il s'est fait antérieurement à mon arrivée, avant. Mais l'idée, en tout cas, qui était exprimée, c'était déjà de travailler cette mue de marque. Donc 1, 2, 3 était assez connoté, avait une connotation plutôt de marque, en tout cas qui ne fonctionnait plus. Comme je vous le disais, ça fait au moins 5 ans que c'est en perte de vitesse. Et c'est vrai que la direction de l'époque avait souhaité déjà entamer une mue au travers d'un nouveau nom, en y accolant effectivement Maison, qui a ce côté très plutôt proche des maisons de couture. Alors, on ne se fait pas du tout référence et on n'est pas du tout sur ce positionnement de marque, mais en revanche de vraiment travailler quelque chose de plus emblématique, on va dire. Et c'est vrai qu'ils ont souhaité à la fois changer le nom, à la fois changer le concept. Donc les concepts magasins ont été remodelés il y a plus de 2 ans et demi maintenant sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, moderne, lumineux. Donc ça a été les premières étapes de la transformation. Et moi, à mon arrivée, je me suis attelée à travailler l'offre, le marketing, la communication, et à l'intérieur de du compte de résultats, on va dire, toutes les différentes strates que constitue un PNL, à la fois les achats, les frais, les dépenses magasins, etc. Donc avec quels résultats aujourd'hui? Ce que vous m'avez dit, aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que les résultats sont en croissance. Ouais. Alors justement... Alors on avait moi et mon équipe, nous avions 2 ans pour redresser la marque. Et en tout cas, et quand je dis redresser, c'est d'en faire en tout cas, d'arriver en termes de résultats à un équilibre. Et on est plutôt satisfait de pouvoir dire qu'on l'aura fait en 1 an. Donc on redevient et tout marque, ça dans un contexte Covid en plus. Tout ça dans un contexte Covid. Et je suis persuadée même que ce contexte Covid nous a été profitable. Alors très clairement sur la top line, on est en réduction versus 2019, de quasiment 20% comme la plupart du marché. En revanche, à l'intérieur de cette top line, comme on a changé toutes les axes de fonctionnement en termes d'achat, de démarque, de margin, de marge out, ça doit peut-être vous parler ou pas, mais en tout cas toutes les constantes, on va dire, d'un PNL, on a retrouvé une très forte rentabilité et un équilibre effectivement cette année. On a par rapport au marché depuis le début de l'année, on a 8 points d'écart par rapport sur la base du panel Retail Int auquel nous sommes associés. Donc plus de 8 points de croissance versus tous les restes des concurrents. Donc on est en très forte progression et 25% depuis le mois de mai. Où là, vraiment depuis le mois de mai, post-2e confinement, là on est en très très forte croissance de chiffre d'affaires, aussi bien sur le retail que sur le digital, qui va représenter l'année prochaine plus de 13% de notre chiffre d'affaires. Est-ce que votre cible, elle a changé en même temps que vous avez fait évoluer la marque? Alors, ce qui est assez gratifiant, c'est qu'on a à la fois rassuré et maintenu notre cible, parce qu'on a plus de 160 millions de visiteurs annuels, donc l'idée c'était vraiment de pas les effrayer et de pas les exclure, de pas les exclure. Et il faut surtout pas les perdre parce que l'effet ciseau, ça se fait en plusieurs années. Et notre grande satisfaction, c'est justement d'avoir pu les garder et au contraire leur taux de transformation, les paniers moyens ont fortement augmenté parce que finalement en fait, on propose aujourd'hui, Maison 123 propose une mode accessible, contemporaine, moderne, pour une femme active et quotidienne. Donc historiquement, Maison 1, 2, 3 même, était connue pour tout ce qui était veste, tailleur. Donc c'était quand on allait s'habiller chez 1, 2, 3 pour son premier job, pour ses premiers entretiens et puis pour la vie de tous les jours et pour la cérémonie. On était vraiment très connus, la marque était très connue pour tout ce qui était robe, de mariage, etc. D'accord. Et c'est vrai qu'encore plus dans un contexte actuel Covid où il n'y a plus de mariage, il y a beaucoup de télétravail. Ouais. Il était grand temps de transformer et rabattre de nouvelles cartes et de proposer une offre au contraire beaucoup plus quotidienne avec des robes, des pantalons, des chemisiers, des blouses, de la maille qui est très très belle chez nous. Et donc on a travaillé une toute nouvelle offre
à ce moment-là. Alors une offre qui passe aussi par la lingerie, parce que vous avez lancé là une offre de lingerie. Moi j'étais un peu étonnée parce que de la lingerie dans le groupe Etam, il y en a, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Undies, il y a évidemment Etam Lingerie, il y a Livy aussi. Tout à fait. Vous n'avez pas peur de vous cannibaliser entre vous là? Non, parce qu'en fait on a vraiment travaillé, en fait ces 3 marques sont sur des positionnements prix totalement différents. Donc vous avez d'abord Undies, vous avez Etam. Moi, je me situerais juste après en termes de positionnement prix, un peu plus élevé qu'Etam. Et ensuite, vous avez Livy qui est encore bien au-dessus. Donc, on a au contraire chacune notre créneau, exactement, aussi bien en termes de pricing que du coup de matière utilisée, que de positionnement stylistique également. Donc, c'est vrai qu'on on se marche pas les unes sur les autres. On a clairement redéfini, on a de toute façon travaillé effectivement une charte qui nous permette d'avoir nos propres clientes. Alors, vous avez pris le virage aussi de la mode durable. Je crois que de toute façon, maintenant, on est un peu obligé, 27% d'offres éco-responsables. Et en même temps, j'ai lu que vous avez doublé les offres en termes de le rythme des collections. Tout à fait. Est-ce que c'est pas contradictoire en fait? Alors, vous oubliez juste une constante, c'est qu'on a doublé effectivement le rythme des collections, mais on a réduit de plus de 30% les volumes achetés. Donc l'idée, c'était au contraire d'avoir des séries courtes. Donc on est passé de 5 thèmes à 10 thèmes. D'accord. Mais ces 10 thèmes, au global, représentent 30% d'achats en moins. Donc en fait, ce sont des petits thèmes, à l'instar des 5 thèmes qui étaient pléthoriques et qui restaient toute la saison. Donc en fait, on a 10 thèmes qui sont rythmés, qui passent toutes les 3 semaines, un thème chasse l'autre toutes les 3 semaines. Et c'est vrai que sur des collections très courtes, donc on crée de la rupture, au contraire. On a réduit de plus de 40% nos résiduels, on finira à la fin de l'année sur fin 2021. Donc très sincèrement, c'est pas antinomique justement de cette conscience sociétale et environnementale surtout, puisque à la base, on a retravaillé tout un plan d'achat en très forte réduction. Votre plan d'achat, est-ce que vous avez aussi changé, par exemple, vos fournisseurs? Est-ce que vous fournissez moins loin? On sait qu'en ce moment, en plus, oui, alors là, j'allais dire, on est plutôt contraint. De... Voilà, là, c'est plutôt une contrainte parce que moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on achète à l'étranger qu'on est forcément pas garant d'engagements environnementaux ou sociétaux. Ouais. Au contraire, déjà, le groupe, sous le contenu WeCare, qui est notre charte environnementale, nous permet vraiment de sélectionner nos fournisseurs qui sont excessivement audités, qui répondent à un cahier des charges ultra strict qui a été défini. Donc c'est vrai que quand on s'adresse de toute façon à la fois à un fournisseur chinois ou même à un italien ou un portugais, ils doivent répondre au même cahier des charges qui sont contrôlés sur place. Il y a vraiment une volonté absolue du groupe de ne pas... Donc, du reste, on a dû sortir certains fournisseurs, on a dû faire un ménage dans certains fournisseurs. Ça, c'était il y a un peu plus d'1 an, parce qu'effectivement, notre cahier des charges s'est monté a été beaucoup plus exigeant, beaucoup plus drastique, et on a dû faire évoluer. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est plus le contexte Covid, le fait qu'on ait des temps de transport très éloignés quand on s'adresse effectivement plutôt aux grands imports type la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc., qui nous contraignent à un peu plus aller sur l'Europe. Mais encore une fois, on ne peut pas se passer de ce grand import parce qu'ils ont des spécificités pour certaines manufactures qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays ou d'autres entreprises, où qu'elles soient. L'Inde est très connue pour sa broderie, pour certaines matières type le coton bio dont aujourd'hui on achète en très forte quantité. C'est vrai que je ne peux pas le retrouver, je ne peux pas retrouver cette même main, cette même finition, ces mêmes détails, ces mêmes imprimés dans d'autres pays. Donc à chaque pays ses spécificités, et c'est vrai que voilà, on s'adapte. En tout cas, ça c'est sûr que le Covid nous demande beaucoup d'agilité. Beaucoup aussi d'anticipation, plus d'anticipation que l'on l'avait jusqu'à présent, mais tout en étant excessivement exigeant. Et ça, c'est une volonté ultime de Laurent Melchior, le président de notre groupe, le gérant, qui souhaite, qui a mis toutes nos 3 anciennes sous cet engagement WeCare. Alors, le gouvernement a lancé cette semaine les assises du commerce. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une espèce de mobilisation. On a énormément, et peut-être jamais autant parlé de retail que jusqu'à maintenant, et en raison de cette crise et de tout ce que vous avez traversé. Vous avez vraiment la conviction que le magasin n'est pas mort.
Ah, moi, je suis absolument convaincue que le magasin n'est pas mort. Moi, je l'ai vu et vécu post-confinement en mai, quand les magasins ont réouvert le 19 mai, où il y a eu un engouement. Enfin, retail, le magasin est vraiment un point de contact. On l'a vu sociétal. Enfin, nous, toutes nos clientes sont revenues. Et certaines responsables ont eu des gâteaux, des bouquets de fleurs, des paniers de chocolat. Oui, parce qu'elles étaient toutes contentes. Voilà, il y a eu. On a été, enfin, je pense comme beaucoup, enfin, comme tous de toute façon, on a connu un épisode absolument extraordinaire dans la façon dont ça s'est passé, et en même temps qui nous a rappelé aussi nos besoins vitaux, et pas tant d'acheter un vêtement que d'aller toucher, d'aller parler, d'aller essayer, donc c'est vrai que non, pour moi le commerce n'est pas mort, et je trouve formidable effectivement que le gouvernement prenne part à ces enjeux via ces assises, dont lequel du reste notre Laurent Melchior, le président du groupe, intervient, et aujourd'hui même à Bercy pour évoquer tous les enjeux de l'omnicanalité, de la responsabilité de nos marques. Donc non, moi je suis plutôt positive et ravie que le sujet soit mis sur la table. Merci beaucoup Axelle Matéry. Je rappelle que vous êtes directrice générale chez Maison 123, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci Aurélie.